Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Je sais qu'on voulait vraiment partir. On a beaucoup de choses à dire dans les prochains 90 minutes, donc on veut partir le plus tôt possible de midi et demi. Juste vous avertir aussi qu'on enregistre cette présentation. Donc, c'est important que tout le monde soit au courant. Et puis, je ne prendrai pas trop de temps ici pour me faire la mise en scène. Je pense que si vous êtes ici avec nous, vous êtes déjà bien au courant qu'on est ici pour parler de la recherche du professeur Shermer, du directeur de l'École d'urbanisme de l'Université McGill et ses collègues, qui ont fait une fascinante recherche que je suis bien heureux et avoir l'opportunité moi-même d'avoir présenté par le professeur. Qui parle beaucoup des enjeux qu'on discute tous les jours. J'arrive de deux autres panels où on est tout le monde en train de réfléchir sur les impacts que cette pandémie a sur nos artères principaux et dans ce cas-ci, le centre-ville de Montréal. Il n'y a rien de moins. Donc, la structure va être fort simple. Donc, on a environ 90 minutes ensemble. Le premier 45 minutes va être la présentation de Richard, et puis qui va être suivi par une table ronde d'environ 45 minutes aussi, où vous allez avoir l'opportunité de poser vos questions. Le professeur Shermer va se joindre à nous pour la table ronde aussi, puis avec les autres collègues, des gens de différentes parties de l'industrie qui sont tous impactés par ce que la recherche nous dit. Et je suis certain que ça va être quelque chose d'ultra stimulant et fascinant. Puis l'idée, c'est qu'après ces 90 minutes, j'espère qu'on va déjà avoir une meilleure idée des pistes de solutions. Parce que pour vous dire que ce panel, cette table ronde qui suivra, ça va être vraiment une discussion. On sait ce qui s'est passé on regarde dans le futur. Donc, sans plus tarder, professeur Shermer, je vous cède la parole. Bon, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité et je suis ravi d'être là. Je vais donc mettre ma présentation ici et je vais donc commencer. Alors, je vais vous parler aujourd'hui donc du centre-ville de Montréal durant et après la Covid. Vous allez voir qu'une bonne partie de la présentation va être basée sur ce qui se passait avant la Covid. Je pense qu'il faut comprendre ce qui se passait dans le centre-ville avant pour mieux prévoir l'avenir. Alors, je vais parler du passé récent, mais en fait, mes propres travaux, ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille sur la localisation des emplois à Montréal, sur la création de centres suburbains, sur la croissance, la décroissance du centre-ville. Et donc, il y a pas mal de cette expérience antérieure qui est sous-jacente à ce que je présente aujourd'hui, mais évidemment, je ne vais pas l'évoquer directement. Alors, avant de commencer, je tiens à souligner que ce travail, même si c'est moi qui l'ai rédigé, c'est moi qui ai fait les analyses, repose quand même sur des projets de recherche qui sont en cours avec des collaborateurs, des professeurs d'université, notamment une équipe qui est menée par Priscilla Ananian, et aussi des étudiants gradués avec lesquels j'ai fait des entretiens auprès de travailleurs l'été dernier et encore ce février. Donc, je tiens donc à reconnaître leur participation donc à ces travaux de recherche et notamment à l'enquête qui est sous-jacente à certains des résultats que je vais présenter. Alors, qu'est-ce que je veux présenter justement? Eh bien, d'abord, je vais parler du centre-ville pour essayer d'abord de comprendre ce qui distingue un centre-ville d'autres quartiers à Montréal ou dans d'autres villes, d'une part, et aussi, je vais passer un peu de temps à conceptualiser comment fonctionne le centre-ville. Alors, c'est une conceptualisation, je vais simplifier, mais c'est pour quand même montrer que le centre-ville fonctionne comme un système et qu'on ne peut pas regarder les parties de manière séparée. Ensuite, je vais mettre en évidence quelques tendances pré-Covid, et je pense que vous êtes tous au courant donc de ces tendances, mais ça vaut la peine d'en parler parce que attendez, là, voilà, que j'ai un petit problème d'écran. Ça vaut la peine d'en parler parce que ça nous aide à mieux comprendre ce qui se passera après la Covid. Alors ça, c'est un peu la mise en contexte et ça correspond un peu à la revue de la littérature donc, du rapport. Ensuite, je passe à l'impact de la Covid et je regarde vraiment le lieu de travail et vous comprendrez mieux pourquoi le lieu de travail est une entrée utile pour comprendre le centre-ville après les deux premières parties. Et finalement, je conclus sur l'élaboration de quelques conséquences pour le centre-ville, mais je pense que là, on pourra en discuter dans la période de discussion qui suit. Alors, le centre-ville,
comment ils fonctionnent et comment diffèrent-ils d'autres quartiers? Donc, je me penche là-dessus, on parlera des tendances après. Donc, qu'est-ce qui distingue le centre-ville? Alors, on parle souvent à Montréal d'une chose très importante qui s'est passée récemment, c'est la croissance du nombre de résidents. Mais le problème, c'est que les résidents du centre ne distinguent pas le centre d'autres quartiers. Tous les centres, tous les quartiers résidentiels ont des résidents par définition. Alors, c'est bien pour le centre-ville de Montréal par rapport à d'autres centres-villes qui sont peut-être moins habités, mais le fait d'avoir des résidents ne distingue pas le centre-ville d'autres quartiers résidentiels. Ce qui distingue le centre-ville, c'est vraiment sa centralité. Et ce n'est pas juste le fait que ce soit au centre donc, de l'agglomération de Montréal, c'est sa capacité d'attraction. Et le terme centralité, pour moi, c'est la capacité d'attraction. Donc, qu'est-ce que le centre-ville de Montréal attire? Il attire beaucoup de navetteurs. Il n'y a aucun endroit qui attire autant de navetteurs chaque jour, des personnes qui viennent y travailler le jour et qui rentrent chez eux le soir. Sa structure économique est basée autour des travailleurs du bureau. Il y a plein d'autres personnes qui travaillent, mais il y a énormément de travailleurs, de bureau qui travaillent au centre-ville. Il y a beaucoup d'institutions, universités, bureaux gouvernementaux, institutions culturelles. Donc, notamment, il y a des institutions culturelles, mais il y a beaucoup d'autres activités culturelles. Il y a énormément d'activités de loisirs, de restauration et autres, et donc de commerce. Et il y a une capacité d'attraction de touristes, de voyageurs d'affaires, mais aussi de visiteurs locaux. Quand moi je parle de visiteurs au centre-ville, ça comprend à la fois les visiteurs internationaux, mais ça comprend aussi les gens qui viennent dîner au centre-ville, qui viennent de la banlieue ou des quartiers péricentraux, qui viennent au cinéma, qui viennent voir un spectacle. Eux aussi, ils font vivre le centre-ville, et d'ailleurs, c'est eux qui font la pérennité du centre-ville. Les touristes et voyageurs d'affaires sont très importants, mais un centre-ville ne joue pas son rôle s'il n'attire pas donc des personnes des banlieues pour au moins de temps en temps. Donc, le centre-ville a une énorme centralité, une énorme capacité d'attraction, au moins lorsqu'il n'y a pas de Covid. Donc, pour donner une petite idée, le Ville-Marie en 2016, l'année du dernier recensement, avait 89 000 résidents, plus de 300 000 emplois et 250 000 personnes venaient y travailler chaque jour. Donc, c'est énorme. Ça, c'est la croissance donc, de passagers internationaux. Je n'ai pas les chiffres précis des visiteurs donc, du centre-ville, mais il y a de plus en plus donc, de voyageurs qui viennent, mais aussi qui partent de Montréal, évidemment. Et beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils arrivent à Montréal, passent au moins quelques heures ou quelques jours au centre-ville. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose de très important pour le centre. Alors, comment conceptualiser le fonctionnement du centre? Alors, je passe un peu de temps là-dessus parce que si on comprend comment le centre est conceptualisé, on peut ensuite suivre la logique du rapport. Et ça permet aussi de mieux comprendre ce en quoi mes résultats de l'enquête sur le lieu de travail peuvent alimenter la réflexion sur le centre-ville de manière plus large. Alors, le centre, c'est quoi? Ici, c'est conceptuel, il y a d'autres choses qui se passent au centre, mais le centre, ici, c'est le rond bleu, bleu pâle. Et j'ai mis en évidence 5 composantes importantes du centre, donc les bureaux, les restaurants, le secteur de la culture et du tourisme, les commerces et donc les personnes qui y habitent. Et j'ai aussi mis en évidence le commerce électronique. Ce n'est pas quelque chose du centre, mais on va voir que ça joue un rôle dans l'histoire que je raconte. Donc voilà le centre. Mais on ne peut pas comprendre le centre en regardant juste ses composantes. Il faut voir comment ces composantes sont reliées et qu'est-ce qui les fait vivre. Alors, qu'est-ce qui fait vivre le centre? Bien, il y a 3 sources de vie, ou j'ai appelé ça des sources de demande, hein, en utilisant un jargon un peu économique. Alors, il y a des navetteurs qui rentrent au centre. Ils vont principalement vers les bureaux, donc tous les matins. Il y a ensuite les visiteurs qui viennent de manière plus sporadique, soit en fin de semaine si c'est des gens qui viennent de banlieue, ou alors en été ou pour les festivals donc d'hiver qui viennent de l'extérieur. Et il y a aussi une demande, je dirais, intérieure qui est celle des résidents. Alors, toute cette demande donc converge vers le centre. Les travailleurs du bureau sont quand même des clients importants des restaurants, des commerces, un peu moins peut-être de la culture et du tourisme parce qu'ils rentrent souvent chez eux le soir, mais quand même, il y a un effet quand même là-dessus. Donc, les travailleurs du bureau jouent un rôle important pour tous les secteurs du centre et pas que pour les bureaux. Pareil pour les visiteurs jouent un rôle important,
pour les restaurants, pour les commerces et pour la culture, même si leur visite est une visite d'affaires. Donc, eux créent énormément de demandes pour les éléments du centre. Et les résidents, eux aussi, évidemment, vont au restaurant, travaillent dans des bureaux, donc font leurs achats et profitent donc de l'offre culturelle et touristique. Donc, tout ça, c'est interrelié, mais il y a encore plus de relations parce que pour l'instant, ici, on voit les restaurants, les commerces, la culture sont séparés. Alors, non, eux, ils attirent aussi, je dirais, d'autres personnes qui viennent y travailler, mais ils sont reliés entre eux. Donc, il y a genre un système intérieur au centre-ville qui est donc l'offre de restaurants, de culture et de commerce qui interagit et donc qui répond donc à ces diverses sources de demande. Alors là, vous voyez, ça a l'air compliqué. C'est pour ça que j'ai monté mon schéma petit à petit. Donc ça, c'est un peu un schéma de toutes les interrelations qu'on peut voir au centre-ville. Et derrière, et je le souligne, il y a quand même l'urbanisme, l'aménagement et les transports qui renforcent et qui soutiennent ce système, qui peuvent aussi le nuire parfois, on s'entend. Mais tout ceci se passe dans un espace donné, et cet espace peut être attirant ou peut être rebutant. Et plus l'espace est attirant entre les restaurants, les bureaux, les commerces, donc plus l'espace du centre-ville est attirant, plus en fait on attirera de navetteurs et de visiteurs, et voire même de résidents. OK. Donc, à retenir que le centre-ville est un système et toutes ces parties sont indépendantes. On ne peut pas que regarder les bureaux, les restaurants, les commerces ou les résidents. Le tout est interrelié. Donc, voilà la situation pré-Covid. Ensuite, la Covid est arrivée. Et là, je décompose l'effet de la Covid, bien que tout se soit passé en même temps. La Covid arrive, qu'est-ce qui se passe? La première chose, il y a moins de navetteurs et moins de visiteurs. Donc, on voit que le trait jaune et le trait bleu ont tout de suite baissé et il y a moins donc de répartition vers les restaurants, les commerces, la culture et autres, parce qu'il y a moins de visiteurs et de navetteurs. Bon, tout de suite après, ou en même temps, il y a la contraction. Pourquoi? Parce que quand il y a moins de demandes, eh bien, évidemment, les restaurants ont du mal, les commerces ont du mal, la culture a du mal et tout ça. Et donc, l'ensemble donc, du système, il y a un déclin, je dirais, un déclin en cascade. Le nombre de résidents reste essentiellement le même, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, la demande locale reste la même, mais la demande locale n'est pas suffisante pour faire vivre les commerces et restaurants du centre, et on ne parle même pas donc des problèmes donc d'accès aux restaurants et autres. Donc ça, c'est la deuxième phase, donc contraction, mais en cascade du système. Et ensuite, donc, il y a une certaine restructuration que l'on a vue surtout en été dernier au niveau des quartiers résidentiels et qu'on voit quand même au niveau du commerce électronique en ce moment. Donc, une partie de la demande qui est partie du centre se répercute dans les commerces électroniques, que ce soit la culture électronique, les films, les jeux vidéo et autres, ou que ce soit le commerce. Il y a aussi une partie donc, des navetteurs qui travaillent maintenant chez eux, mais lorsqu'ils sortent de chez eux, ils font leurs courses localement, vont au café local. Bon, je parle de l'été dernier, en ce moment les cafés sont fermés. Mais bref, il y a quand même une certaine partie de la demande se répercute sur les quartiers. Et pareil pour les visiteurs. Je ne parle pas ici des visiteurs internationaux, mais tous les visiteurs de banlieue qui ne viennent pas dépenser donc, leur argent au centre-ville, eh bien, une partie de cet argent va être dépensé dans les quartiers. Alors, on s'entend que ça, c'était la situation peut-être en été dernier. Maintenant, on est en lockdown, donc il y en a moins. Mais dès qu'il y a un petit desserrement, ces choses se passent. Et j'anticipe un peu l'histoire pour dire que, bon, après la Covid, eh bien, on va voir donc un regain des navetteurs et un regain des visiteurs, mais quand même pas tout à fait au niveau précédent. Et ça, c'est ça la grande question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire remonter au maximum le nombre de navetteurs et le nombre de visiteurs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour compétitionner avec les quartiers résidentiels ou les quartiers péricentraux? Et comment est-ce qu'on peut, en partie, on ne va jamais le faire totalement, mais rapatrier une partie du commerce électronique vers le centre, ou au moins créer des synergies entre le commerce électronique, la culture électronique et la culture qui est ancrée en centre-ville, mais on y reviendra. OK, ça c'était la première partie pour un peu bien conceptualiser le centre. Ensuite,
un des messages principaux donc, de ma présentation, c'est que pour comprendre l'après-Covid, il faut comprendre les tendances avant la Covid. Donc, je vais faire état de quelques tendances pré-Covid qui, à mon avis, vont jouer pour l'après-Covid. Déjà avant la Covid, les emplois du centre-ville étaient en stagnation, voire en déclin. Plus de gens travaillaient à domicile. Il y avait aussi un report d'emplois vers le péricentre et vers la banlieue. Il y avait déjà des déclins et ou des changements structurels importants dans le commerce et les loisirs. Quand je dis déclin, ce n'est pas au niveau du secteur. Ce secteur se porte très bien. Il y avait beaucoup de ventes au détail, beaucoup d'achats au niveau des loisirs. Mais le problème, c'était que les commerces et les loisirs traditionnels, et surtout ceux en centre-ville, faisaient face à la compétition accrue du commerce en ligne, la culture des loisirs en ligne, que j'ai déjà évoqué, les centres de commerce et de loisirs en banlieue. Je ne parle pas juste des centres commerciaux qui sont des boîtes à vendre. Je parle ici des centres qui essayent de lier le commerce et le loisir. Et le paradoxe, c'est qu'ils tentent de recréer l'urbain. Et aussi, il y a un virage vers l'expérientiel où on visite les boutiques, les centres commerciaux, voire le centre-ville, non pas nécessairement pour acheter des objets, mais pour avoir des expériences, pour acheter donc des services. Et donc, il y avait des changements structurels, mais qui ont quand même mené à une fragilisation au moins des commerces en centre-ville. Et il y avait de plus en plus de ce qu'on appelle hot desking ou de flexi-travail, donc des gens qui déjà, bien avant la Covid, travaillaient plus chez eux, travaillaient plus dans les cafés. Des gros employeurs comme Desjardins économisaient déjà un pourcentage assez important de leur espace, surtout dans des bâtiments de classe B et C. Ils ont rapatrié leur plateau de travail sur les tours des jardins, mais c'est des plateaux en flexi-travail où les gens n'avaient pas donc de bureau attitré. Alors, juste pour illustrer ces tendances, là, on voit, ça c'est la croissance d'emploi à Ville-Marie, et on voit qu'entre 2011 et 2016, il y a eu un déclin d'emploi donc dans le quartier Ville-Marie. Je sais que le centre s'étend au-delà de Ville-Marie, mais les statistiques sont plus faciles à trouver juste pour ce quartier-là. Et on voit que donc, la croissance d'emploi qui remonte à 80, ça fait longtemps que j'étudie ça, c'est la première fois qu'on voit vraiment une décroissance d'emploi au centre-ville. On voit que le reste de la ville de Montréal en orange récupère un peu les emplois du centre, mais qu'il n'y a pas de croissance nette dans la ville de Montréal. Il y a un déclin d'emplois donc hors ville de Montréal sur l'île, et que la croissance d'emplois dans la RMR se fait essentiellement, et ce depuis 15 ans, le dernier recensement est en 2016, et je pense que la tendance a continué. La croissance d'emplois se fait en banlieue, avec un centre qui au mieux croît doucement et qui a commencé à légèrement décliner. On voit que la population augmente, on en a déjà parlé, mais cette population n'est pas suffisante pour faire régénérer l'emploi. Il n'y a pas vraiment de lien entre la population et l'emploi. Autre grande tendance, ça c'est la croissance du commerce électronique en pourcentage du commerce total au Canada. Et ça c'est avant la Covid, on voit qu'il y avait déjà une nette tendance à la croissance. Les courbes qui varient sont des courbes saisonnières, et le trait, c'est vraiment donc la tendance. Et on voit que quand on rajoute la Covid, on voit l'explosion donc du commerce électronique, mais la tendance était là avant. Ce qu'il y a eu, c'est un renforcement du commerce électronique. Et donc, c'est deux mesures différentes du commerce. Hein. Ici, l'orange et le bleu, ça mesure en gros la même chose. Je ne rentre pas dans les détails, ce sont des données de StatCan, mais on voit que les tendances sont les mêmes. Je ne vais pas vous décliner exactement les deux différentes mesures de commerce électronique. Les complexes commerciaux loisirs en banlieue, il y en a qui ont été projetés, d'autres ont été déjà construits. On est tous conscients donc des discussions qu'il y a eu autour de Royal Mount. Je pense que les plans ont un peu changé depuis les discussions, mais cette idée qu'au péricentre de Montréal, on crée des endroits qui essayent de recréer le centre-ville, mais dans des centres commerciaux. Et ça fragilise le centre, surtout si ça se multiplie. 10-30 existe déjà, tout le complexe Carrefour Laval existe déjà, les autres sont en construction ou en projet, mais ça montre qu'il y a un désir de sociabilité. On voit bien dans cette image des gens qui se promènent. Ici, c'est 10-30, ils recréent des places urbaines, mais en banlieue.
Ce qui crée d'ailleurs une ouverture pour le centre, parce que le centre, c'est le vrai centre. On peut dire que essayer de faire du marketing autour de cette histoire. Et finalement, à Montréal, les travaux répétés qui ont quand même fragilisé. J'ai déjà évoqué le fait que les commerces étaient déjà un peu fragilisés au centre. Bien, même si ces travaux sont très importants pour l'avenir à long terme du centre-ville, là je regarde Saint-Denis, mais je pense aussi à Saint-Laurent, à Sainte-Catherine en ce moment, ce sont des travaux importants, mais comme on n'a pas vraiment tenu compte de leur effet sur la viabilité commerciale donc de ces rues pendant les travaux, ça a aussi fragilisé beaucoup d'axes commerciaux avant la Covid. Et ça, c'est juste un exemple de bureau en flexi-travail. OK, je passe maintenant à l'impact de la Covid sur le travail. Et ça, donc, jusqu'à présent, ça a été la présentation de quelques données, mais sur la base d'une revue de la littérature. Maintenant, c'est les recherches que j'ai faites donc avec mes collègues. On a fait une enquête auprès de 1300 personnes à échelle de la RMR donc de Montréal, et aussi des enquêtes ou des entretiens beaucoup plus en profondeur auprès d'une quarantaine donc, de travailleurs. Alors, avant la Covid, et ça c'est, je représente ici le temps de travail des Montréalais, donc le pourcentage du temps de travail passé à des lieux différents. Donc, quand on prend l'ensemble du temps que les Montréalais ont passé au travail, ça c'était pour février 2020, on voit qu'à peu près 70% du temps de travail était passé à un lieu de travail hors domicile, que ce soit l'hôpital, les bureaux, l'université. Ça, c'était un lieu de travail, je dirais, habituel, hors domicile. On était quand même à peu près 15 ou 16% du temps de travail passé à domicile quand on fait la somme sur l'ensemble des Montréalais. Et il y avait du temps de travail passé chez les clients, dans des espaces de travail partagés. Le micro-travail, c'est vraiment la réponse à des courriels et des courriers électroniques lorsqu'on est un peu n'importe où. Dans les transports, soit comme conducteur ou comme passager, et dans d'autres lieux. Mais quand même, la grande majorité du temps, plus de 70% du temps de travail des Montréalais était passé dans le lieu de travail habituel, et dans le centre-ville, c'était principalement dans les bureaux et les institutions. Pendant la Covid, donc en juin-juillet, les choses ont beaucoup changé. Donc, vous voyez la transition. Il y a eu un déclin important du pourcentage de temps passé dans le lieu de travail hors domicile, et un pourcentage beaucoup plus grand. Ce pourcentage-là est baissé, si ma mémoire est bonne, on est à peu près à un peu plus de 50% du temps de travail maintenant hors domicile. On était à 70% du temps avant, et on est passé à 30 ou 35% du temps à domicile. Alors oui, il y a une grande augmentation du travail à domicile, mais quand même en juin-juillet 2020, c'est le temps de travail hors domicile qui prédomine. Alors pourquoi? C'est en partie parce que je vous rappelle qu'en juin-juillet, il y avait eu un léger desserrement. Donc, il y avait eu un très léger retour vers le travail hors domicile. Mais c'est surtout qu'énormément d'emplois, que ce soit les emplois de commerce de détail, que ce soit les emplois dans les manufacturiers prioritaires, que ce soit les emplois de transport, des emplois de services publics, beaucoup de ces emplois, et évidemment les emplois de santé, j'allais presque oublier, se passent hors domicile et continuent à le faire. On a l'impression, il y a eu un grand transfert d'emplois vers le domicile, mais on a l'impression parfois que c'est 100%, que tous les emplois sont à domicile. Ça, c'est un correctif important. Il y a quand même beaucoup du temps de travail à hauteur donc, de l'économie montréalaise qui reste en dehors donc, du domicile. Et je pense qu'aujourd'hui, si on refaisait la même enquête, on retrouverait grosso modo la même chose. Il y aurait eu des petits changements, mais on trouverait encore beaucoup de gens qui travaillent à domicile, mais quand même une partie très importante donc, du travail se fait encore hors domicile. Alors, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Là, je vous présente un tableau de statistiques, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va passer à des tableaux un peu plus accessibles. Ici, si on veut, il y a 8, c'est un peu pour vous expliquer comment l'enquête a été faite. On propose 8 types de lieux de travail différents à nous interviewer. Et eux nous disent, sur une semaine, combien d'heures ils passent à travailler à chacun de ces endroits. Et ensuite, on crée des pourcentages.
Ici, ce sont des secteurs économiques différents. On peut décliner ça de diverses manières. Et en rouge, j'ai mis en évidence les secteurs de services supérieurs. Donc, le secteur D, ce sont les services d'information et culturels. E, c'est finance, assurance, immobilier. F, services aux entreprises. G, c'est l'enseignement. Et J, ce sont les administrations publiques. On voit que avant la Covid, à peu près 70 à 80% du temps était passé donc au bureau, hein, à un lieu de travail habituel à leur domicile, et que durant la Covid, on est passé donc de 70 à 75% à 30 à 40%. Donc c'est une baisse énorme du pourcentage du temps de travail passé donc hors domicile. Et on voit les baisses ici, moins 45%, moins 35%. Et quand je dis baisse, c'est vraiment des transferts, hein. Un transfert de 45%, qui a 45% du travail à quitter, si on veut, le lieu de travail à domicile. Et il y a une augmentation pour les travailleurs de ce secteur de presque 50% du temps passé à travailler à la maison, parce qu'on est allé chercher du travail aussi des autres endroits. Donc, les chiffres qu'on va analyser sont ceux-là. C'est le transfert vers le travail à domicile. Et on voit que ces secteurs, il y a eu des transferts grands, tous au-dessus de 30%. Mais ça, ce sont des secteurs de services supérieurs. On voit, par exemple, la colonne B, ça, c'est le commerce de détail. Il n'y a presque eu aucun transfert. Ici, les gens travaillent essentiellement dans leur commerce, évidemment, à l'extérieur de la maison, et continuent de le faire donc durant la Covid. Et on voit un peu la même chose dans la colonne I, hébergement, restauration et loisirs, et un transfert un peu plus grand, mais beaucoup moindre que les services supérieurs. Donc, il y a certains secteurs pour lesquels il y a eu relativement peu de transferts vers le travail à domicile. Et ça, ce sont les secteurs rouges où il y a eu un transfert énorme, sont des secteurs qui caractérisent le centre-ville. Oui, le commerce caractérise le centre-ville, mais il y a aussi beaucoup de commerces dans d'autres quartiers. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu des pertes d'emplois dont on ne tient pas compte ici. Évidemment, on mesure ces choses pour des gens qui ont encore un travail. Donc, les pertes d'emplois ne sont pas prises en considération. Et ça a beaucoup affecté, les pertes d'emplois ont beaucoup affecté donc, les commerces du centre-ville. Alors, ça, il y a beaucoup de chiffres. Maintenant, on va présenter ça de manière un peu plus digérable, je dirais. Ces transferts vers le travail à domicile ne sont pas pareils pour tout le monde. On voit ici que plus on est qualifié, plus on est diplômé, plus on a eu tendance à faire basculer notre temps de travail vers le domicile. Donc, des diplômés universitaires avec une maîtrise ou un PhD, presque 40% de leur temps de travail a basculé vers la maison. Ceux avec un bac, on est à 30%. Ceux avec un certificat collégial, on est à 18%. Si on a un certificat de métier, on est à 9% à peu près. Et si on n'a pas de certificat postsecondaire, on n'a presque pas basculé du tout. Donc, ce n'est pas nécessairement le diplôme, mais c'est la catégorie socio-économique qui joue ici. On n'a pas pu tout mesurer, évidemment, mais le diplôme est un bon indicateur de catégorie socio-économique. Et on parle beaucoup d'inégalités dans l'exposition à la Covid. Et on voit ici que ceux qui ont pu le mieux se protéger en restant chez eux sont ceux qui sont de catégorie économique supérieure. Mais aussi, il faut bien savoir qu'en centre-ville, il y a une proportion beaucoup plus grande de personnes diplômés qui travaillent. Aussi, le basculement vers le travail à domicile est lié à la taille des organisations. Les gens qui travaillent pour des grandes organisations de plus de 1000 employés, plus de 35% de leur temps a basculé vers le travail à domicile. Et plus l'organisation pour laquelle on travaille est petite, moins il y a eu de basculement. Et pour les PME, et puis beaucoup de boutiques sont des PME, beaucoup de commerces, on voit qu'il y a eu un transfert beaucoup moindre vers le temps de travail à domicile. Voilà un tableau qui est vraiment important pour le centre-ville. Parmi les 1300 répondants, il y en a à peu près 1100 qui déclarent avoir un lieu de travail habituel avant la Covid. Et pour ceux qui ont un lieu de travail habituel, qui ne passent pas leur temps à de multiples endroits, on voit que ceux qui travaillent habituellement au centre-ville, il y a eu un basculement de plus de 45% vers le travail à domicile, qui est beaucoup, beaucoup plus grand
que dans tous les autres quartiers montréalais. Et ça, on parle bien de leur lieu de travail, hein, pas de leur lieu de résidence. Donc, ceux qui travaillent au centre-ville ont énormément basculé vers le travail à domicile, alors que ceux qui travaillent en banlieue plus lointaine ont beaucoup moins basculé vers le travail à domicile. Et c'est lié, mais je vais vous montrer que quand même tous ces facteurs ont une certaine indépendance, que ceux qui prennent le transport public pour aller au bureau ont beaucoup plus basculé vers le travail à domicile que ceux qui travaillent déjà à domicile. Alors, ceux qui travaillent à domicile, on s'entend qu'on parle du pourcentage du temps de travail. On peut travailler à domicile et avoir un pourcentage du temps à l'extérieur du domicile. Donc, il y a même un basculement pour ceux qui travaillent habituellement à domicile. Mais ceux qui prennent le transport public basculent beaucoup plus que ceux qui vont à vélo et beaucoup plus que ceux qui marchent ou qui prennent leur voiture pour aller travailler. Donc, le transport public ou l'utilisation du transport public est un facteur qui est associé au basculement vers le travail à domicile. Donc ça, ici, un tableau très technique. C'est juste pour vous montrer que tous les facteurs que j'ai mentionnés ont un effet significatif lorsqu'on les met dans une régression. Je n'ai pas parlé du genre, donc homme-femme. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun effet significatif, mais les effets dont j'ai parlé se recoupent un peu. Évidemment, transport public, travail au centre, secteur économique, tout ça se recoupe un peu, mais quand même, il y a des effets indépendants parce que chacun contribue de manière significative à donc une régression qui explique à peu près 24% de la variance, donc c'est un terme un peu technique, du transfert. Donc il y a d'autres facteurs explicatifs, mais quand même, ces quelques facteurs que j'ai mis en évidence ont un pouvoir explicatif assez important. Et l'avenir? Eh bien, on a posé la question à des travailleurs. Eh bien, ceux qui travaillent habituellement au centre-ville sont les plus enclins à nous dire qu'ils vont continuer qu'ils vont moins travailler à leur lieu de travail habituel, et donc ils vont moins travailler au bureau après la pandémie. C'était en juin-juillet, les avis ont peut-être changé, mais quand même, il y a un effet géographique très, très clair que plus on travaille au centre-ville, enfin que ceux qui travaillent au centre-ville s'attendent à moins y travailler par la suite, alors que ceux qui travaillent en banlieue s'attendent quand même plus à retourner à leur lieu de travail habituel. On a fait aussi des entretiens auprès de travailleurs, alors pour leur demander en fait ce qui se passait, et leur première réaction en juin dernier, c'était qu'ils aimaient travailler à domicile. Ils s'y sentaient plus productifs, surtout pour les activités qui demandent de la concentration, et ils apprécient énormément les économies en temps de transport. Et on a refait des entretiens plus récemment. On devine un peu plus de ras-le-bol du travail à domicile, mais quand même, en gros, ces impressions résistent au temps. Mais il y a quand même des choses, et ce sont des entretiens d'1 heure. Donc la première réaction, c'est une réaction qu'on retrouve dans beaucoup de sondages, qui est quand même celle que oui, on aime travailler à la maison, on est beaucoup plus productif. Mais en discutant avec eux, il y a quand même, on découvre des failles. D'abord, l'aspect social du travail manque énormément à des personnes qui avaient l'habitude d'aller travailler au bureau. Il y a quand même beaucoup de travail beaucoup de problèmes associés au travail à domicile, des problèmes ergonomiques, manque d'espace, les interactions avec la famille, les colocataires, des choses comme ça. Il y a des situations familiales difficiles aussi. Et que la communication électronique est très utile, mais elle est quand même inefficace pour pas mal de choses. Elle est inefficace pour la formation et l'accueil de nouveaux employés, pour expliquer des choses complexes, pour transmettre le savoir-faire, pour générer des idées. Et puis, on a fait beaucoup état de réunions, de trop de réunions virtuelles, de beaucoup de courriels redondants. Donc, on est peut-être plus efficace, on passe plus de temps devant l'ordinateur, mais est-ce que vraiment on produit beaucoup plus? Est-ce qu'on communique mieux? Ça, c'est moins clair. Donc, en gros, une fois avoir en fait discuté de tout ça, eh bien, les interviewés concluent en nous disant que, et on n'est pas les seuls à mettre ça en évidence, qu'ils voudraient travailler 2, peut-être 3 jours semaine à domicile et 3 ou peut-être 2 jours semaine au bureau. Alors, si on pense qu'avant, ils travaillaient 5 jours semaine au bureau, on dit waouh, là, on va perdre 50% du temps de travail au bureau ou plus. Mais souvenez-vous des chiffres que j'avais présentés. On passait déjà en moyenne une journée
par semaine en dehors du bureau, que ce soit chez nous, dans des cafés ou chez des clients. Donc, si on s'attend à passer, qu'après la Covid, on travaille, mettons, 2 journées par semaine en dehors du bureau, eh bien, ce n'est qu'une journée de plus qu'avant. Donc, oui, on s'attend à y travailler moins, mais en termes de pourcentage, on n'est pas en train de passer, de perdre 50% du temps de travail au bureau. On perd peut-être 20 ou 25% du temps de travail au bureau, ce qui n'est pas négligeable, mais quand même ce qui remet un peu les pendules à l'heure. Autre considération, je vais passer sur rapidement, les voyages d'affaires. Ben, on remettait déjà en question un peu les voyages d'affaires avant, surtout les courts voyages. Donc, je pense que de toute manière, on allait vers une certaine baisse des voyages d'affaires, mais qui reste très important pour les face-à-face, la négociation, pour créer des liens sociaux. Et puis, si les gens voyagent moins, donc on aura moins de visiteurs extérieurs venant à Montréal, ben aussi en contrepartie, les Montréalais vont moins partir. Donc, il y a peut-être un équilibre qui va se créer. Mais on peut imaginer qu'il y a peut-être de 10 à 20% de moins de voyages d'affaires, ce qui va quand même avoir un effet sur l'hôtellerie et sur la restauration, même si peut-être ça aura moins d'effet sur les commerces. Et pour les étudiants, ben, c'est un peu la même chose. Les cours à distance fonctionnent assez bien, mais on perd énormément en termes de transfert de savoir-faire, de discussion, d'échanges entre étudiants, de vie sociale étudiante. Et donc, nous, à McGill, en tout cas, on pense que le campus revivra rapidement après la Covid, mais quand même avec un achalandage un peu réduit, parce que c'est vrai qu'on va pouvoir faire de temps en temps un cours en ligne ou faire certaines rencontres de supervision en ligne. Donc là encore, très difficile à estimer, mais il est plausible que chaque jour, il y ait peut-être 10 à 20% de moins de personnes sur le campus. Là encore, ce n'est pas la fin, mais c'est quand même une petite réduction. Autre petite question, parenthèse rapide, je regarde vite ma montre, j'ai quelques minutes qui me restent. Est-ce qu'il y a une fuite vers la banlieue? Ben, pas vraiment, au moins en 2020. Ça, c'est des chiffres de migration jusqu'en 2019. On voit que déjà depuis 2016, il y avait un peu plus, une légère augmentation des sortants et une baisse assez importante de gens qui venaient vers l'île. On parle de migration interne au Québec. Et quand on rajoute donc 2020, on voit que oui, il y a une très légère augmentation de la tendance, mais c'est quand même une tendance qui était là avant, et une baisse plus marquée des personnes qui rentrent, ce qui est normal. En temps de crise économique, il y a beaucoup moins de migration vers la métropole parce qu'il y a moins d'opportunités en métropole. Et donc, ce chiffre cité par la presse, les moins 36 000 personnes de l'année 2020, eh bien, c'est surtout la baisse des intrants plutôt que la hausse des sortants, bien qu'il y ait une légère hausse. Et de toute manière, c'est une continuation de tendances préexistantes. On ne va pas rentrer dans la démographie complexe. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent l'expliquer, mais ce n'est certainement pas que la Covid. Alors, quelles sont les conséquences pour le centre-ville? Alors, le centre, après la Covid, va attirer encore beaucoup de travailleurs. Même s'il y a une baisse de 10 à 20%, il n'empêche qu'il y a encore énormément de personnes qui sont attirées vers le centre. Mais ça veut quand même dire qu'en moyenne, pour les commerces, les restaurants et autres, il va peut-être y avoir une baisse à long terme, on parle de moins 10 à 20% de clients. Donc, les restaurants, les commerces, les activités vont souffrir de cette baisse de clientèle sans que ce soit l'hécatombe. En parallèle, il y a des opportunités parce que beaucoup de cette demande va se reporter sur les quartiers résidentiels. Donc, c'est peut-être que l'hypercentre va souffrir, mais peut-être que dans le plateau à Myland, à Côte-des-Neiges, on va avoir quand même une augmentation de l'offre de restaurants et d'activités parce que plus de personnes vont y passer plus de temps. Donc, cette baisse de clientèle, au moins une partie va se reporter sur d'autres quartiers de Montréal. Mais aussi, ce qui se passe en centre-ville, ce n'est pas que la Covid. C'est pour ça que j'ai passé du temps sur les tendances pré-Covid, parce que ces tendances vont encore avoir cours après la Covid, et la Covid les aura accélérées. Et ça, je pense que c'est le grand effet de la Covid, c'est que ça accélère les tendances. Donc, la tendance vers le commerce en ligne, les complexes de loisirs et de commerce de banlieue, la rationalisation des espaces de bureaux, tout ça était en œuvre avant la Covid et la Covid va les accélérer. Donc le centre-ville
fera face à des défis, mais ne va pas être mourant, du moins après la Covid. Alors, il faut aussi voir ça comme il y a certaines opportunités pour le centre. Et d'ailleurs, le centre allait devoir faire face à ces questions avant la Covid, et je pense que la Covid va accélérer la remise en question et puis le renouveau du centre. Le centre doit réfléchir à comment elle peut regagner sa centralité, son pouvoir d'attraction. Et il y a plusieurs éléments de réponse, et on va en discuter tout à l'heure. Le premier, c'est le transport. Le REM, qui va ouvrir bientôt, et le métro doivent être mis à profit parce que c'est quand même, elles ont un pouvoir attractif énorme, notamment auprès des jeunes, pourvu que leur gestion, leurs horaires, leur tarification soient axés sur la mise en valeur du centre. Et ça, il faut réfléchir sur comment faire en sorte que les gens puissent sortir au centre-ville, mais rentrer chez eux après. Ça, c'est pas rien. Il faut gérer le centre-ville, il faut le gérer comme un tout. J'ai écrit un blog récemment en proposant qu'on gère le centre-ville un peu comme un centre commercial. Je ne parle pas de privatisation, mais je parle de l'accessibilité, de créer une expérience, de faire un peu de marketing du centre-ville, mais pour l'expérience du centre. Et ne pas avoir peur de changements radicaux. On ne trouve pas de voitures dans les allées des centres commerciaux. Eh bien, peut-être qu'il faut réfléchir plus à la piétonisation, qui est standard en Europe. Presque toutes les villes européennes ont un cœur piétonisé, un cœur qui a été refait pour l'expérience. Et justement, dans une économie expérientielle, le centre-ville doit offrir des expériences qui soient plaisantes et pas dangereuses. On n'a pas peur de se faire écraser. Et donc, je sais que les commerçants ont peur un peu de la piétonisation et que dans un contexte nord-américain, il faut penser aux gens qui veulent venir vers le centre et qui vont avoir des voitures. Donc, il faut que ce soit accompagné de parking incitatif, peut-être de transport pour des personnes moins mobiles, mais quand même essayer de faire que le centre soit vraiment attractif. Les travaux en cours le font, mais j'ai déjà évoqué le fait que leur timing n'était peut-être pas exceptionnel. J'évoquais aussi la possibilité donc de réguler les loyers. Ça, c'est très compliqué parce qu'on ne veut pas, évidemment, que le secteur immobilier fasse faillite, mais il y a quand même beaucoup de valeur qui est créée par des petits commerces, des commerces qui ne payent pas peut-être les plus hauts loyers, mais qui rendent le centre-ville attractif. Et ça, c'est la différence entre la valeur de chaque immeuble et la valeur du système. C'est que lorsqu'on essaye de maximiser le loyer pour chaque bâtiment, eh bien, on peut tuer le centre. Et on a vu l'histoire récente de la librairie Welsh, mais il y a beaucoup d'autres histoires comme ça, où un propriétaire immobilier essaye de maximiser son loyer, mais en se faisant, tue un commerce qui crée la vie de quartier. Et ça, il faut y réfléchir. Et je ne parle pas, et c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir. Je sais que ce n'est pas simple. J'ai parlé d'une baisse d'occupation des bureaux possible de 10 à 20%. Eh bien, comment les réutiliser? Eh bien, dans les années 80, c'était les bâtiments industriels qui étaient en surplus. Eh bien, ça a créé beaucoup d'opportunités pour la création, pour les artistes, pour les groupes communautaires. Eh bien, peut-être que ça va être maintenant les bureaux et les commerces de classe B et C qui ne vont pas trouver de preneurs. Et donc là aussi, peut-être que c'est l'opportunité donc de régénérer le centre-ville par la réattraction, si le mot existe, des artistes, des créateurs qui ont été un peu évincés du centre avec la hausse des valeurs immobilières et la perte donc, des vieux bâtiments industriels. Il y a aussi donc des choix politiques de Montréal, mais aussi de la province, parce que lorsque l'économie reprend, est-ce qu'on va donner des permis de construire pour des bureaux en banlieue? Est-ce qu'on va renforcer des pôles de banlieue? Ou est-ce qu'on va essayer de diriger les utilisateurs vers donc, le centre où il y a toutes les infrastructures, il y a un accès facile en transport en commun, il va y avoir donc au moins certains plateaux ou certains locaux vacants. Donc, est-ce qu'on veut, au niveau donc, de Montréal et de la province, quand je parle de Montréal, c'est plutôt de la CMM, vraiment avoir un urbanisme à l'échelle métropolitaine? Ça manque cruellement à Montréal. Et je pense qu'après Covid, la question va se reposer. Est-ce qu'on ne devrait pas planifier Montréal, pas juste au niveau des quartiers et de la ville, mais vraiment de voir l'ensemble de la métropole comme un système? J'ai déjà expliqué comment le centre-ville dépend de l'attraction des navetteurs et des gens des banlieues. Eh bien, il faut planifier Montréal à cette échelle-là et y réfléchir à cette échelle-là. Donc, pour conclure, ça, c'était l'avant-Covid.
et ça, c'est la post-Covid. Vous remarquerez que la taille des restaurants, des bureaux, de la culture, du tourisme baisse un petit peu, qu'il y a plus d'opportunités dans les quartiers résidentiels, que le commerce électronique continue à exister. Et pour terminer, ça, c'était Harlem dans les années 70. C'est juste pour vous dire que même un centre-ville qui paraît dévasté en ce moment peut donc revivre. On est loin du New York des années 70. Il est tout à fait possible pour que le centre-ville se remette sur pied malgré la Covid et malgré les tendances sous-jacentes que je viens de décrire. Donc, merci beaucoup. Wow, ben, merci beaucoup, Richard. Écoute, un point de data qui est toujours très important dans ces présentations-là, c'est de voir le nombre de participants qui ont suivi jusqu'à la fin. Puis je peux te dire qu'on a maintenu un 100% pour ça. Donc, c'est Bon, indicatif d'une présentation qui était fort stimulante, engageante, des points d'information. Je me souviens la première fois que j'ai vu votre recherche, la première chose qui m'avait sorti justement, c'était que les tours à bureau allaient pas se vider. Vous avez relativisé beaucoup de choses pour moi dans ce contexte-là. Puis je suis certain pour d'autres membres de notre panel aussi que je vais inviter maintenant à ouvrir leur caméra et se joindre à nous. Donc, écoute, on vient de voir plein d'informations, on vient j'adore le graphique, je ne sais pas pour vous, membres du panel, mais la représentation visuelle qui est quand même qui est frappante et qui démontre vraiment l'interconnectivité de nous tous autour de la table virtuelle dans le moment, comment importante elle est. Mais je vais aller prendre des réactions, vos premières réactions. Puis je vais commencer avec toi, Glenn, directeur exécutif de Destination Centre-Ville. Tu as déjà vu la recherche, là, tu l'as vu peut-être plus contextualisé dans les mots de Richard. C'est quoi tes premières réactions à ce que tu viens de voir? Puis qu'est-ce qui t'encourage dans ça? Ce qui m'encourage, il y a plusieurs choses qui m'encouragent là-dedans. La première, et c'est plus symbolique, c'est que l'expertise montréalaise au service de Montréal, ça me plaît toujours. On a parlé d'un des atouts du centre-ville de Montréal, et pour parler avec plusieurs de nos partenaires à l'international, on est un des rares centres-villes qui bénéficient à la fois d'un pôle des affaires, d'un pôle du divertissement et du pôle du savoir. Alors, on a aujourd'hui, mesdames et messieurs, le pôle du savoir. Je pointe vers là parce que Richard est juste ici dans mon écran. Du pôle du savoir qui remet les pendules à l'heure. Et moi, je trouve ça très rafraîchissant parce qu'il y a beaucoup d'opinions. Hein, et surtout en ce moment, il y a beaucoup d'experts du moment, alors qu'on oublie parfois qu'on a des experts qui se basent sur des faits. Alors, je trouve ça très intéressant. Et ce que j'aime le plus dans le tout, c'est surtout la fin. Parce qu'on a, surtout au Québec, hein, on a ça sur toutes nos plaques d'immatriculation, je me souviens, mais on a les mémoires assez courtes. Et il faut se souvenir que Montréal, comme bien d'autres villes, s'est relevé de bien pire. Et d'autres villes, ben, j'aime beaucoup l'exemple de New York, justement. Je ne sais pas si c'était le Bronx qu'on disait dans les années 70, ou Harlem. C'était le même cas. Je suis portugais d'origine. Lisbonne, dans les années 90, c'était pas fameux. Paris, même chose. Et il y a des villes qui ont carrément été rasées et reconstruites. Alors, de se rappeler que les villes sont un mot très d'actualité, très résilientes, mais c'est un fait. Alors, elles ont 10 000 ans et je pense qu'elles vont durer au moins 10 000 ans. Et en conclusion, ce que je retiens le plus, c'est, encore une fois, ce graphique, je l'aime beaucoup. Parce que quand j'essaie d'expliquer le principe de l'armature commerciale dans une ville, je l'explique souvent comme un jardin. Hein, qu'on fait du potager, il y a certaines plantes qu'on peut mettre à certains endroits parce qu'elles sont tous interreliées les unes avec les autres. S'il y en a une trop à l'ombre, elle ne va pas pousser. Mais le bureau, le centre-ville, c'est la même chose. S'il n'y a pas de bureau, on ne soutient pas une superficie commerciale suffisante. S'il n'y a pas de divertissement, on n'attire pas la clientèle qu'on souhaite. Et donc, tout ça est extrêmement important. Je réitère, quand je parle avec mes collègues d'Edmonton, c'est assez triste. Ils ont une seule offre dans leur centre-ville. Quand je parle avec mes collègues à Paris La Défense, c'est la même chose. C'est des bureaux exclusivement. Il manque d'autres éléments. Alors voilà, très prometteur pour l'avenir et vive les données, vive le data. Merci, Glenn. Puis on aura, par rapport à l'opportunité de plus d'interagir, poser des questions aussi, mais je veux juste brûler pour point prendre vos réactions. Puis je vais passer la deuxième à celui qui a probablement signé les plus gros chèques au centre-ville de Montréal dans la dernière décennie. Je vais demander, Claude, anciennement avec Ivanhoe Cambridge, mais surtout grand penseur de tout ce qui est immobilier commercial et
qui a investi probablement un peu plus que que moi. Là. Je ne pense pas que j'ai signé de chèque autour de 400 millions. Claude, à l'époque, qu'on a mis pour revitaliser pré-COVID. Tu vois ça comment, la recherche à Richard, puis un peu la data qui en ressort, puis tes réactions par rapport aux solutions, puis les investissements que vous avez faits dans le passé, que semble-t-il, moi, je vois que ça répond pas mal au post-COVID aussi, mais je vais avoir tes réactions. Tout d'abord, merci de l'invitation à me joindre à vous. Je m'en sens flatté. Je remercie Richard d'amener un peu de science autour de l'art. Parce qu'il y a beaucoup de titres qui sont véhiculés, d'articles, etc., et qui malheureusement ne sont pas nécessairement supportés par une analyse approfondie, vraiment des mouvements qui se sont passés dans les derniers mois et possiblement des mouvements qui vont survenir dans les prochains mois. Évidemment, au moment où Ivanhoe Cambridge a décidé d'investir et de placer son drapeau au cœur du centre-ville avec des investissements majeurs, c'est parce qu'elle y croyait au centre-ville et je suis persuadé qu'elle y croit encore au centre-ville. Évidemment, chaque grande ville de classe mondiale, et Glenn t'en a fait référence, a un cœur commercial fort et je ne vois pas pourquoi que malgré, évidemment, la volatilité associée à ce qui s'est passé dans les derniers mois, ne sera pas en mesure de conserver et de continuer d'avoir un cœur commercial fort. Évidemment qu'il y a certains éléments de l'étude de Richard qui sont venus m'interpeller un peu. Quand que je vois la perte d'attractivité du centre-ville comme destination commerciale et de loisirs, ça me touche parce qu'on devrait avoir et retrouver au centre-ville beaucoup d'activités que l'on ne retrouve pas nulle part ailleurs. Et c'est ce qui fait que le centre-ville se distingue, évidemment dans son marché immédiat, mais aussi en compétition avec toutes les autres grandes villes dans le monde pour pouvoir justement se distinguer dans un marché qui est hautement compétitif. L'autre élément, qui était de gérer le centre-ville comme un centre commercial. Je trouve ça super intéressant. Par contre, centre commercial signifie consommation et collection de produits. Aujourd'hui, je pense, ce matin, encore une fois, j'étais sur un panel avec juste en Europe, en Grande-Bretagne, et s'il y a une chose qui ressort de la pandémie, mais qu'on ne voit pas dans les titres, c'est que la pandémie ne divise pas le commerce de détail. La pandémie a rapproché de façon importante tout ce qui est physique et ce qui est en ligne comme jamais. L'importance d'avoir un marché. On parle beaucoup de omnicanal, mais l'importance d'avoir un seul marché et le tout autour d'un consommateur et les décisions sont prises autour du consommateur. Alors, gérer le centre-ville comme un centre commercial, moi, je dirais plus gérer le centre-ville comme une collection d'expériences et pas nécessairement comme traditionnellement une collection de produits qu'on retrouve dans des boîtes. Mais plus dans l'esprit d'une collection d'expériences, qui sont différentes, distinctives, étonnantes. C'est ça qui va faire que Montréal va se distinguer pour la suite. Merci, Claude. Ça, moi aussi, j'étais sur le panel un matin, puis ça a ressorti aussi l'idée que le mot accélération, je me l'approprie souvent aussi parce qu'on avait des tendances, on savait que la destination qui était une pôle d'accès de produits était de moins en moins pertinente bien avant le COVID. Là. Donc, cette accélération-là, elle fait partie d'une mouvance qu'on prend quasiment pour acquis, mais qu'il faut carrément dans nos relations commerciales repenser. Et puis, je pense dans ce contexte-là, Charles, je vais venir à toi parce qu'on va finir avec le tourisme, Pierre, parce que je pense que ça boucle le tout, mais pour me rendre là. Puis Charles, directeur exécutif de l'école Ben Sadoun, mais aussi qui a réfléchi, qui a fait partie des comités de réflexion pour la rue Sainte-Catherine, entre autres. Tu es une personne qui a une belle vision 360 du côté académique, commercial, les enjeux en tout et partout et impliqué aussi avec le Conseil québécois de commerce de détail. Donc, tes premières réactions, de ton collègue de McGill qui nous parle d'une armature commerciale, tu y penses quoi?
Ouais, premièrement, merci, parce que comme tout le monde, ça met les choses en contexte de manière objective. Moi, ce qui me frappe un peu, ça revient, et en regardant le data, et je pense que Glenn l'a bien mis l'emphase, c'est euh, la spécificité ou les spécificités de Montréal par rapport à d'autres villes. Et le fait qu'il y a plusieurs pôles qui existent. Et ce qui m'est venu en tête dès le départ, quand je regardais l'étude de Richard, je voyais beaucoup sur les travailleurs, mais je me dis, une des particularités très, très fortes de Montréal, c'est juste le nombre incroyable d'étudiants qui, eux, pour beaucoup, ont envie d'habiter au centre-ville ou à côté. Alors, je ne sais pas jusqu'où est-ce qu'on met le centre-ville, mais et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ces choses-là. Et si je regarde les différents pôles, pôle de savoir, pôle de travail, pôle de résidence, pôle de culture, de loisirs, de commerce, mon deuxième commentaire rejoint beaucoup les travaux que Claude et Evenwick Cambridge ont essayé de faire. C'est que si on prend le pôle culture, loisirs, commerce et qu'on compare par rapport à d'autres villes, on est très fort en hôtellerie, on est très fort en restauration, on est très fort en culture. On est 40 ans en arrière en termes de commerce de détail physique. Je suis la rue Sainte-Catherine, pour moi, c'est une catastrophe si on compare. Elle a beaucoup amélioré depuis quelques années, mais si on compare par rapport à des villes concurrentes, surtout si on pense que Montréal, c'est la ville numéro 1 pour les étudiants, au moins en Amérique du Nord ou au monde, les familles, toutes les familles vont venir visiter Montréal. Et si ils comparent à Toronto, à New York, à Paris, à Londres, à l'Asie, le commerce de détail dans le centre-ville, il faut qu'il fasse un bond en avant. Et puis, on a cette opportunité de le faire. Donc, ce n'est pas seulement faire un bond, mais souvent, quand on veut faire un exercice de rattrapage, mais on saute des générations. Et je trouve que ce qu'a fait Evenwick Cambridge abonde réellement dans ce sens-là. Donc, moi, ce que je trouve, c'est utiliser l'étude de Richard comme base avec les chiffres, etc., mais travailler ça comme en termes de marketing stratégique ou en termes de marketing de marque. Et là, je dis, Montréal est une marque et comment est-ce qu'elle se démarque par rapport à d'autres villes. Et là, je regarde sous l'angle du commerce de détail aujourd'hui et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a des choses qui ont commencé, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, c'est encore une tendance pré-COVID que la ville avait beaucoup de réflexions par rapport à son branding. Et je me souviens de la campagne Accélérer Montréal. Il y avait eu beaucoup autour de ça. Bon, là, l'opportunité se présente. On ramène souvent l'idée de build back better, ou de refaire les choses autrement, mais c'est réapproprié. Puis on n'a pas parlé vraiment beaucoup d'écologie ou des autres éléments aussi environnement qui sont aussi au cœur de toutes ces conversations-là, dont la ville aussi a mis beaucoup d'emphase sur ses objectifs 2030. Mais avant tout ça, je vais juste un dernier commentaire, Carl, si je peux me permettre. Au niveau de McGill, on investit quand même pas mal d'argent sur le centre-ville. Évidemment, évidemment. Non, mais avec le Royal Victoria, avec juste l'école, on a mis l'école Ben Sadoun, on a mis... vous êtes 33% du panel, Charles, donc c'est déjà un gros investissement. Là. Non, mais je sais pas, c'était plus pour la relance. En fait, on devrait dire 45, j'ai un pourcentage chez McGill, moi aussi. Pierre, une destination sans touristes, sans hôtellerie, sans divertissement. Tu représentes fondé MT Lab. Moi, la raison pourquoi je te voulais aussi sur le panel, c'est que tu es en mode solution, tu t'incubes, tu accélères des gens qui cherchent à régler ces problèmes-là depuis longtemps, depuis plusieurs années. Tu vois ça comment? On parle beaucoup de commerce, on parle beaucoup de bureaux. Mais t'entends, on lâche jamais le mot tourisme, il est toujours là. C'est juste peut-être, c'est probablement la zone la plus grise pour nous d'anticiper ça va être quoi le retour. Toi, tu vois ça comment? Puis c'est à la présentation de Richard. Très intéressant d'avoir cette vision d'ensemble. Là, pour moi, qui est plus spécialisé en tourisme urbain, vraiment, ça m'alimente beaucoup. Le tourisme à Montréal connaissait une décennie d'enfer. Une croissance, surtout depuis 2014. En 10 ans, le tourisme a doublé
le nombre de touristes, les dépenses ont doublé à Montréal. Et en janvier 2020, il n'y avait aucun signe de décroissance. Si on parle du tourisme d'affaires, par exemple, on s'enlignait vers la meilleure année. La vidéoconférence n'amenait pas une baisse du tourisme d'affaires. C'est comme si les gens se parlaient, puis il y avait beaucoup de vidéoconférences, ils voulaient se voir quand même. Les sondages montrent que pour ce qui est des congrès, les gens vont vouloir se revoir quand la dangerosité 2024, 2023, où il y a des questions, c'est le tourisme corporatif, les gens qui se déplacent pour... Si Montréal a connu une si forte croissance, c'est que l'attractivité de la ville, nous on l'a vu là, par la couverture journalistique à l'étranger, et ça je pense que c'est un très bon signe pour Montréal post-Covid, l'attractivité et Montréal international qui n'est pas là pourrait dire la même chose, dans les investissements continus et l'image de Montréal, malgré les problèmes qu'on parlait là, sur la composition des commerces au centre-ville, était éminemment positif. Un gros changement par rapport à 2005, 2006, 2007. Donc, croissance très forte du tourisme, d'autant plus intéressant qu'en tourisme urbain, le tourisme en ville, c'est centripède. Il y a quelques années, on avait calculé que 70 des dépenses de la région métropolitaine sont dans l'arrondissement Ville-Marie. Ça a un peu diminué à cause du pôle de l'aéroport, mais ça va demeurer et c'est essentiellement centripède. Donc, quand je regardais la croissance des emplois faible au centre-ville, mais je pense qu'il y a une touristification des emplois depuis 10 ans parce que la croissance du tourisme, elle, a été très forte. Et donc, les dépenses touristiques ont été très fortes, alors que peut-être dans les autres secteurs, bureaux et résidents, n'a pas été aussi forte. Donc, le poids du tourisme était, je pense, en grandissant. Et notre lecture, c'est que ça va revenir à cause de l'attractivité, à cause que les gens, je pense, ont besoin de voyager pour le tourisme qu'on appelle d'agrément, les vacanciers, pour le tourisme de congrès, où il risque d'avoir une baisse à moyen long terme, c'est le tourisme corporatif, les entreprises, les réunions d'affaires. Je n'irai peut-être pas vers une baisse de 10, peut-être une baisse de 10 à 15-20 pour le tourisme corporatif, mais pour les deux autres, je pense qu'on va revoir une augmentation. Et peut-être globalement, le tourisme va peut-être être en baisse de 5 Nous, les experts en tourisme, pensent que ça va revenir en 2024-2025 au même niveau. Il n'y aura pas de baisse, mais peut-être effectivement pour certains touristes corporatifs. Donc, je suis assez optimiste, mais effectivement, pour ça, il faut que le centre-ville, on en reparlera probablement, soit vivant, attractif, une belle expérience. Il faut les conditions gagnantes. Je pense que Montréal était vraiment sur une lancée touristique et surtout une grande réputation d'attractivité à l'international. Et ça va revenir après. Je me souviens, Pierre, tu m'avais dit dans notre conversation que 80 du tourisme se déploie dans de 3 km du centre-ville. C'est quand même très dense. Qu'un touriste est déambulatoire. Hein? Ouais. 90 des touristes ne se promènent pas en voiture. Ceux qui se promènent en voiture à Montréal, c'est des Québécois des régions. Ils n'ont pas encore compris qu'on peut aller du stade olympique au Musée des Beaux-Arts en métro, c'est la ligne verte, c'est facile. Ils se promènent en voiture, puis là, ils se plaignent. Mais sinon, tous les touristes, soit qu'ils viennent en avion, soit qu'ils stationnent leur auto dans leur hôtel ou chez leurs amis, ils se promènent à pied et en métro. Un peu des taxis le soir, c'est tout. La situation de la congestion, du stationnement, ce n'est pas une problématique touristique. Parce qu'ils le voient, là, mais ils se promènent à pied. Donc, c'est des gens qui investissent le centre-ville, qui se tiennent au centre-ville. C'est très difficile d'amener des touristes à Sauto-Récollet ou dans un autre quartier de Montréal. Ils vont aller maintenant au plateau. Ils suivent la ligne de métro, ligne orange, marché Jean-Talon. Ils vont commencer à la Verdun, puis au stade olympique. Mais c'est très centripède. Ils reviennent au centre dépenser le soir. Ah, c'est intéressant. La prochaine ronde, on sait qu'on a l'opportunité, c'est rare dans ces types de groupements-là qu'on a un urbanisme avec nous. Je ne sais pas pour vous autres, je pense que c'est un privilège, Richard, donc d'avoir une perspective. Vraiment, des fois, on a des designers, des architectes, des choses, mais d'avoir un urbanisme, je pense que c'est encore plus méta, puis c'est plus intéressant. Puis peut-être pour bondir, moi, je lancerai la première question, puis ensuite, on va faire le même genre de tour de table, voir si mes autres collègues ont la même question. Puis on en a quelques-uns aussi dans notre Q&A que je vais ramener. On vient de parler d'infrastructure, le rôle de l'infrastructure pour toi, Richard, par rapport à relancer le centre-ville. Claude, à l'époque d'Evanuee Cambridge, a investi massivement dans l'attractivité, mais ça prend
quelque chose pour soutenir cette attractivité-là. Tu vois ça comment, toi, le niveau les investissements puis le déploiement d'infrastructures pour rendre notre centre-ville puis aider la job à Glenn surtout, là? Tu es sur mute. Oups, Richard. Non, c'est absolument primordial et à plusieurs échelles. On a les infrastructures vraiment locales qui sont vraiment les trottoirs, comment on traverse les rues, les bancs, les choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est de ça que je parle lorsque je dis gérer le centre-ville comme un centre commercial. Ce n'est pas trop le fait d'avoir des objets à vendre, c'est de le gérer comme un tout et de réfléchir aux détails. Et j'ai travaillé moi-même dans l'immobilier il y a bien longtemps, mais je me souviens que les centres commerciaux, c'était géré, c'était quand même presque comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'on réfléchissait à tous les petits morceaux et à tous les intervenants pour faire en sorte que ce soit un tout, y compris évidemment l'agencement des allées, l'agencement des toilettes publiques, par exemple, des choses aussi simples que ça auxquelles il faut réfléchir. Alors ça c'est un niveau, donc il faut que le centre-ville soit agréable. Et Pierre parlait donc des touristes qui marchent à pied. Je parlais moi-même de la piétonisation. Ça aussi, c'est un aspect qu'on retrouve dans les centres commerciaux. On se demande pourquoi le centre-ville ne se piétonise pas pour faire comme les centres commerciaux. Cela dit, je partage tout à fait l'idée qu'il faut que ce soit, on part de la boîte à vendre vers l'expérientiel. Et cette expérience doit être gérée comme un tout. Il y a un autre niveau d'infrastructure qui est celle donc, des transports. Comment est-ce que les gens débarquent en centre-ville? Et là, je pense qu'on a beaucoup de chance, même s'il y a des problèmes de gestion, mais on ne va pas en parler ici, mais quand même le fait qu'on construise un REM. Ça, c'est vraiment important. Et puis, il faut que le centre-ville en profite et que même lorsqu'on pense à la tarification aux horaires du REM, que ce ne soit pas que pour rentabiliser le REM, c'est que le REM doit rentabiliser le centre-ville. Et que si on a besoin peut-être de subventionner le REM un peu plus pour rendre le centre-ville accessible facilement, je pense qu'il faut le faire. Et d'ailleurs, pareil pour le métro. On a la chance d'avoir un système de métro qui alimente le centre-ville, mais je pense qu'à cette échelle-là, les infrastructures sont très importantes aussi. Donc, il y a l'agencement même du centre-ville. Comment est-ce que, et ça donne un certain feeling, ça rend le centre-ville attractif pour s'y promener, hein, tout simplement. Mais il y a aussi comment attirer des gens vers le centre-ville et qu'ils puissent aussi en repartir le soir. Il faut qu'ils rentrent chez eux aussi. Et ça, c'est un grand problème. Je viens de Paris où on peut prendre le métro à 1h du matin. Eh bien, ici, je suis toujours surpris qu'à minuit, je suis bloqué et je dois prendre un taxi. Bon, ça, c'est un petit détail. Hein. Mais tu l'as ramené plusieurs fois, c'est un point important. Ça va plus à ma jeunesse, mais ça fait longtemps que je n'ai pas pris le métro à 1h du matin, je vais vous avouer, là, mais c'est vrai que c'était un enjeu. Puis je pense que Glenn est en train de prendre des citations, là, si j'ai vu des idées qui viennent de sortir. Toi, Glenn, des questions pour Richard ou peut-être d'autres membres du panel que tu aimerais interpeller? Bien, écoutez, en même temps, j'ai envie d'interpeller tout le monde. Je prenais des notes de Richard parce que je retiens la ligne du REM. J'adore cette ligne-là. Parce qu'en effet, surtout actuellement, il y a un enjeu autour du REM, là, que tout le monde, ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, là, on parle d'une structure surélevée au centre-ville, et de ne pas tomber dans un mauvais débat qui est pour ou contre le REM. Mais c'est-tu bien, est-ce que ce qui est proposé, et je retiens cette ligne-là, le REM doit enrichir le centre-ville et non pas l'inverse. Même si l'inverse est vrai, je veux dire, le centre-ville a un rôle, si la métropole a un rôle à jouer dans un État, il faut se rappeler aussi c'est quoi le rôle d'une métropole et le rôle du centre-ville d'une métropole qui n'est pas nécessairement le même rôle que n'importe quel autre centre-ville ou même cœur de village ou même un pôle local. Alors, cet élément-là. Mais j'aimerais revenir à gérer le centre-ville comme un centre d'achat parce que surtout ceux qui m'ont suivi savent que généralement, je me bats contre les centres d'achat, c'est le centre-ville contre les centres d'achat, mais je partage entièrement les propos du professeur Schemer parce que ce que les centres-villes font mal, et c'est d'ailleurs pourquoi les centres d'achat essaient de le faire bien, c'est de gérer l'espace public et si on veut, de coordonner le centre-ville. On est chanceux à Montréal, on parlait du Vanoé Cambridge, on a des grands propriétaires au centre-ville de Montréal qui ont une vision long terme et qui n'ont pas juste une vision pour leurs actionnaires. C'est important, ça. Parce que ce que les centres d'achat font très bien, c'est de contrôler leur environnement, parfois trop, c'est ce qui nuit d'ailleurs, mais de le faire de façon réfléchie. Richard mentionnait l'importance de l'aménagement. On pourrait appeler ça l'importance du beau. Le beau dans une ville, puis surtout dans une zone commerciale, c'est pas juste d'être joli, c'est le comportement humain.
Et j'utilise moi souvent l'exemple des casinos. Quand vous rentrez dans un casino, laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien qui est laissé à la chance. Tout est fait pour que vous ayez vous déplacer du point A au point B et que pour optimiser votre expérience et optimiser vos dépenses. Sans tomber dans l'extrême, dans un centre-ville, il faut être capable de réfléchir à l'expérience client 360. C'est le travailleur, c'est le touriste, c'est l'étudiant, on en a parlé, mais dans son expérience partout au centre-ville. Et oui, c'est le rôle, on parlait, c'est intéressant pour moi, mais c'est le rôle d'une SDC. Dans les villes qui performent très bien, j'aime beaucoup l'exemple de New York avec Times Square Alliance, Bryant Park Corporation ou le Chicago Loop Corporation. Je le répète souvent, mais c'est mes favoris. Mais c'est ce qu'on fait. Alors, on a tout intérêt à prendre les meilleures pratiques, tout comme les centres d'achat ont pris les meilleures pratiques des villes. Ils ont essayé de recréer cette architecture qui a un impact incroyable sur l'humain. Alors, en fait, j'avais une question à poser, c'est when do we start? On peut-tu commencer tout de suite? Là, je regarde Claude, j'ai très hâte qu'il revienne à Montréal, qu'on travaille là-dessus et que le centre-ville de Montréal, on applique enfin les meilleures pratiques. Ben, je te laisse la parole là-dessus, Claude. Oui, c'est tellement le fun, Glenn, de t'entendre et de voir ton énergie et le fait que tu veux faire du cœur de Montréal quelque chose de totalement différent et avoir de l'ambition. Avoir de l'ambition. C'est ça qui est très, très, très important. Juste quelques points qui sont importants. Pour moi, je pense qu'on va devoir rééduquer les gens qui habitent Montréal et surtout autour de Montréal sur ce qu'est le nouveau centre-ville dans les prochains mois. Je pense que les gens fonctionnent sur des perceptions. Okay? Il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup de changements, beaucoup de nouvelles infrastructures, pour rendre ce que j'appelle le parcours client le plus agréable possible. Et là c'est extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de villes dans le monde qui peuvent se vanter d'avoir un REM, okay, qui va relier l'ensemble des villes avoisinantes. Alors, juste le REM, pour moi, est un élément fondamental dans, justement, déboulonner, si on veut, les perceptions d'accès, de facilité qui étaient auparavant utilisées. Et dans l'argumentaire des photos que l'on a vues plus tôt dans la présentation de Richard sur des projets immobiliers qui ont poussé autour de Montréal. Alors, je pense qu'il faut déboulonner ça, se servir de la réfection de la rue Sainte-Catherine, qui va devenir une rue piétonnière améliorée, si on veut bonifier, plus agréable, plus expérientielle. Alors, il faut tous se servir de ces arguments-là pour, après ça, aller convaincre les parties prenantes d'aller chercher les opérateurs, les expériences qui vont faire que le centre-ville va se différencier du reste, que c'est ce qu'on peut retrouver, soit autour de Montréal, mais aussi ailleurs dans le monde. Il y a un élément important, Richard t'en a fait référence, lorsqu'on parle des coûts démesurés de l'immobilier. Okay? On était dans une économie de croissance là, auparavant, là. Et les valeurs ont monté de façon très, 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 très rapide. Les répercussions de ça, les valeurs foncières ont monté et les coûts qui, évidemment, redescendent dans la chaîne sont très, très, très contraignants pour les locataires et les opérateurs. Là, il y a eu une dévaluation assez significative. Malheureusement, oui, ça a des répercussions sur les revenus fonciers, mais de l'autre côté, j'ose croire et j'ose espérer que ça va permettre de donner de l'air à des nouveaux entrepreneurs, des nouveaux créateurs d'expériences pour leur permettre d'avoir une fenêtre au centre-ville de Montréal et d'être capable de distinguer. Puis, Charles, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on aurait à avoir de meilleures expériences de détail au centre-ville de Montréal? Et absolument. Maintenant, est-ce que les circonstances vont faire que cette remise à niveau des coûts d'occupation va nous permettre d'avoir l'opportunité d'accueillir des nouvelles expériences? On se le souhaite parce que je pense que c'est ça qu'à la fin,
on recherche ultimement afin de distinguer le centre-ville de toute la compétition environnante. L'autre dernier point qui était dans ta présentation aussi, Richard, c'est d'avoir une vue globale pour ne pas qu'on érode tout ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui pour permettre de distinguer le centre-ville, puis qu'après ça, on laisse un peu ce qui est autour de nous, venir gruger des parts de marché expérientielles et autres, qui fait que malheureusement, nos efforts à la fin, ça va prendre beaucoup plus de temps, puis ça va être un peu plus laborieux. Alors ça, je pense que la ville et le volet métropolitain doit s'attarder à ça. C'est très bien dit. Charles, garde Claude a ouvert la porte. D'une certaine façon, je constate que tu représentes un peu la relève, mais parce que tu la formes, elle est chez vous, elle est à l'école Ben Sadoun. Comment que tu vois un peu tout ça pour nos étudiants, pour notre relève, pour les gens qui s'intéressent, on va prendre le commerce avec le plus grand angle possible, ou sinon, si tu veux juste rebondir sur les commentaires à Claude ou Glenn, mais moi, je suis toujours curieux de voir un peu, on parle de préparer le futur, là. Puis c'est les gens qui sont sur les bancs d'école à l'école Ben Sadoun, entre autres, là, mais c'est quoi ta perspective par rapport à ces commentaires-là ou question pour Richard par rapport aussi à sa recherche? Moi, je mets une surenchère sur le fait de créer l'infrastructure de 2020 à Montréal, sachant qu'on n'a pas investi dans l'infrastructure de Montréal pendant des années ou des décennies. Donc, je trouve que c'est un peu dur pour tout le monde à vivre aujourd'hui. Moi, je l'ai vécu en Asie pendant des années, en Chine et en Malaisie, où j'ai vécu 15 ans. Ça fait mal. C'est très, très difficile de faire des gros projets d'infrastructure qui font pas mal à court terme au commerce, etc. Mais je pense que c'est des investissements qui reviennent. Moi, j'ai vu l'Expo universelle, par exemple, à Shanghai, qui a détruit beaucoup de zones. Mais une fois que tout a été rebâti, c'est reparti de plus belle et c'est un peu comme sur le tourisme un peu plus tôt. Quand tu as quelque chose d'attractif, ben, ça attire les gens. Si je prends le commerce de détail, juste une seconde en termes de relève, juste 2020, si on regarde ça comme disait Claude, de façon omnicanale, le commerce de détail a quand même pas eu une si mauvaise année en 2020. Cru de 3,5 % aux États-Unis, quand il y a une décroissance économique de 3,5 %. Au Canada, c'est moins 1,3 % commerce de détail, 5,4 % de décroissance économique. Si on enlève l'automobile et les stations de pétrole, le commerce de détail au Canada a fait 4,7 % de croissance versus les États-Unis, 4,1 %. Donc, si on regarde ça de manière omnicanale, et je suis complètement d'accord. COVID, qu'est-ce que ça a fait? C'est que il n'y a plus de physique et d'e-commerce. Je ne sais pas quel est il y a vraiment, c'est confus. Et la dernière chose que je voulais juste dire, c'est que le commerce de détail est devenu un des secteurs les plus innovants au monde. Si on regarde le Fast Company, les rankings des top 20 entreprises les plus innovantes au monde depuis 3-4 ans, le commerce de détail et son écosystème représentent 25 à 30 %. Et ce n'est pas que des Amazon, c'est des Walmart, c'est des Shopify, c'est des Patagonia, c'est des boîtes comme ça. Et donc, pour moi, il n'y a pas un plus beau moment pour entrer dans le commerce de détail si on est un étudiant. Maintenant, à nous de faire le travail de les convaincre parce que ce n'est pas toujours facile. Mais si on regarde notre maîtrise juste qui va être lancée cet été, on s'attendait à avoir une première cohorte de 20 à 25 étudiants. On s'achemine vers 25 à 30. Donc, qui était même, je me souviens, le lancement du bac aussi, quand on a commencé ensemble, Charles, on s'inquiétait à dire est-ce qu'il va y avoir assez d'étudiants intéressés, est-ce qu'on va être capable de les convaincre et aussitôt qu'ils arrivent à comprendre un peu les opportunités, le dynamisme du secteur, ça attire toujours l'attention. Pas pour t'enlever des étudiants, Richard, hein, l'urbanisme c'est encore très bien, là, mais en fait, c'est plus que complémentaire.
Pierre, on lance le mot expérience beaucoup depuis tantôt. Et moi, je vois ça, le mot va de pair avec attractivité, parce que Pasteur, on le dit, attractivité, ça n'existe pas sans une expérience qui est cohérente, puis qui est riche, puis qui est bien pensée. Le tourisme est au cœur, évidemment, de tout ce qu'on parle d'expérience, parce que touriste, ça peut être, moi, je suis banlieusard, je suis un touriste dans le centre-ville de Montréal, autant que peut-être quelqu'un qui vient de la Malaisie, comme nous, Charles, a déjà été. Mais toi, tu vois ça comment? C'est quoi le rôle de l'expérience dans cette équation-là? C'est très important. C'est évident. Autant pour les Montréalais que pour les visiteurs. Mais nous, on a fait des sondages auprès des touristes en 2019 et il y avait des besoins de base, expérience de base, sur propre et sécuritaire. Ça, Montréal est, en tout cas, pour les Américains, c'est propre et sécuritaire. Les Québécois des régions, ils ne trouvent pas toujours très propre et sécuritaire, mais ça, c'est une autre chose. Donc, propre et sécuritaire. Et après ça, fluide, agréable, des commerces diversifiés. Et après, ce qui va avec, là, de l'art public, de la signalisation, du mobilier urbain en conséquence, on voit ce qui se fait au Square Philippe. Et je reviens à ce que le professeur disait, et Glenn, quelqu'un qui va pouvoir harmoniser tous ces besoins-là, normal d'un individu. Il veut se promener, il veut être en sécurité, il veut que ce soit beau, il veut qu'il y ait des commerces, puis la bonne signalisation, puis un mobilier urbain, tout ça fluide. C'est cette expérience. Ça, parce que le reste, quand c'est animé, quand il y a du monde, quand il y a des bons restaurants, ça fait la job. Il faut que cette expérience-là, urbaine, elle soit le plus visible. C'est jamais parfait. Hein? Notre architecture n'est pas la plus belle au monde, mais si on a ce côté humain, cette expérience-là, on va regagner la vitalité du centre-ville. Mais là, après ça, la question qu'on se pose, qui peut faire ça, arriver ça dans un centre-ville? C'est complexe, hein? C'est pas. Ça, c'est la question. Mais si vous me donnez quelle expérience qu'on a besoin, d'après moi, c'est ça. C'est des touristes qui nous disent, mais je pense que pour les Montréalais, même les résidents du centre-ville, ça ressemble à ça. Ouais, donc, Glenn, tu as de la job. Je pense que la balle est dans ton camp pour cette coordination-là. Ouais, je ne sais pas si c'est pas toi, je ne sais pas c'est qui. C'est sûr que la ville de Montréal au cœur de tout ça, mais. Je ne suis pas tout seul, ça c'est sûr. mais en effet, il manque ici autour de la table quelqu'un d'institutionnel, selon là, mais je veux dire public, parce qu'on s'entend que c'est un partenariat public-privé qui va rendre ça possible. Et là où ça fonctionne, à ma connaissance, pour avoir analysé les meilleures pratiques, il y a des modèles qui tirent plus d'un bord que l'autre, mais c'est ça, c'est un hybride. Mais j'aime beaucoup ton commentaire ou le commentaire je pense que c'est Claude qui disait d'éduquer, c'est difficile de l'admettre, mais de s'éduquer sur c'est quoi une métropole. Même ce commentaire-là de dire, chez nous, puis Pierre le disait bien, quand on demande à l'extérieur qu'est-ce qu'ils pensent de nous, il y a une image. Quand on demande à nous qu'est-ce qu'on pense de nous-mêmes, c'est complètement différent. J'ai souvent le goût de dire, ben, voyagez, Colin, allez voir de quoi ça a l'air ailleurs. Et de se rappeler que, tu sais, moi, quand je vais, puis nous tous, quand on va à New York, on ne visite pas Manhattan en voiture. Je pense pas. Et Tony du New Jersey, je pense pas qu'il va à Manhattan toutes les fins de semaine. Pourtant, ça n'enlève rien à Manhattan. Et c'est un peu ça, une métropole, c'est un peu ça, un centre-ville. On veut y aller aussi souvent qu'on peut, mais ça a un rôle tellement plus large. Alors, je vois l'heure 40, puis je vois qu'on n'a même pas répondu à la question du public, mais c'est parce qu'on pourrait, messieurs, on pourrait se tirer une bûche là, et parler ici longtemps de ça, parce que j'ai même envie, ce que je n'ai pas demandé à Richard, c'est quoi le meilleur case study selon lui? La question qui tue, on a dit beaucoup de choses. C'est quoi le meilleur case study? Je ne peux pas y répondre comme ça tout de suite, mais je pense qu'il faut regarder plusieurs villes différentes parce que Montréal est un cas particulier, c'est une ville d'Amérique du Nord, donc on ne peut pas juste aller regarder en Europe, on ne peut pas juste non plus se tourner vers New York. Je pense qu'il faut quand même regarder plusieurs villes, voyager, comme tu dis, même si on ne peut pas le faire physiquement, au moins via Google et la lecture. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent nous inspirer, et pas que les centres commerciaux. Je parle de ça parce que c'est une bonne image, mais évidemment, il y a des villes qui ont beaucoup mieux su gérer leur centre comme un tout que Montréal, et d'aller chercher plusieurs exemples, je pense. Et ensuite, il faut que Montréal, en fait, digère tout ça et le fasse à sa façon, parce que Montréal, c'est pas ailleurs.
Ouais, puis je fais le tour des questions. Glenn, je pense beaucoup, on peut parler beaucoup d'accès. Les gens avaient des questions par rapport au stationnement, au REM, justement, même jusqu'au Bixi. Si on voit justement la multitude de dynamiques qui est riche quand même, mais qui est en amélioration constante. Puis après ça, oui, on a plusieurs questions par rapport à l'aménagement et la coordination. Donc, c'est intéressant de voir, je pense que c'était le but du panel, c'était de voir un peu l'interconnectivité de tous ces éléments-là. On peut pas les isoler, il faut les voir vraiment comme un tout. Puis c'est pour ça que ta recherche, Richard, je la trouvais tellement pertinente dans le moment, parce que même juste le visuel que tu as apporté avec les bulles puis les flèches, ça nous rappelle à quel point tout ça est interconnecté, sans même parler justement de l'infrastructure qui soutient tout ça. Glenn, merci. Ouais, vas-y, Claude. Non, excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre. Non, mais j'aurais juste une question à Richard qui a trait à la confiance. OK? Parce qu'on est dans un monde où on doit restaurer la confiance d'utiliser les services publics, du transport public, de se déplacer dans des endroits commerciaux, de se retrouver dans des espaces de bureaux, etc., etc. Alors, je suis dans l'Ouest canadien. OK? Et je dois vous dire que le sentiment de se retrouver à 8h15 le soir dans un restaurant avec un verre de vin entouré de gens et ne pas avoir nécessairement la crainte de voir apparaître le policier et de me faire arrêter et de me donner une amende de 1500 $, c'est un sentiment incroyable que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas vécu. Et là, je me dis, ça là, les gens, on va avoir tellement hâte de retrouver cette socialisation-là, de retourner dans des environnements et d'avoir du plaisir avec les amis. Et je me dis, dans l'étude, parce que ça ne se fera pas du jour au lendemain, cette confiance-là. Et comment ça peut influencer, si tu veux, la notion de retour à la normale? Alors, ça, c'est une question vraiment importante que je n'ai pas vraiment abordée dans l'étude, mais parce que mon étude se pose la question qu'est-ce qui se passera après, mais la transition va être très importante. Et la transition, et ça, j'en ai parlé un peu avec des historiens qui ont regardé beaucoup des chocs un peu comme ça avant. Elle se passe, bon, d'abord, il faut que la pandémie médicalement soit résolue, qu'on soit vacciné. Mais après, il va y avoir une période qui va durer quelques mois, peut-être un an et demi, de remise sur pied économique. Il faut juste que les portes s'ouvrent, que les gens… Alors, il y en a qui ont de l'argent, mais il y en a d'autres qui n'ont pas, que les choses se remettent en place. Mais après ça, il va y avoir une période un peu d'année folle. C'est-à-dire que les gens vont vraiment… Alors, ça va se passer à différents moments pour différentes personnes, mais à un moment donné, il va y avoir un effet d'entraînement et les gens vont quand même sortir dans la rue, vouloir faire des choses. Et à ce moment-là, il faut que le centre-ville soit prêt. Parce que c'est à ce moment-là que le centre-ville peut vraiment se repositionner et dire c'est là que ça se passe pendant ces années folles, ça va être 2023, 2024, je ne sais pas. Et si le centre-ville arrive à rebondir dans cette période-là, là, je pense qu'elle peut se relancer. Et donc, ce n'est pas que le retour de la confiance, mais c'est le timing. Il faut que le centre-ville soit à l'affût de ça et ne rate pas le coche. Parce que ce serait terrible que le centre-ville soit prêt, mais en 2026, alors que tout le monde veut sortir en 2023. Oui, c'est un point important. Puis on en parlait ce matin aussi sur l'autre panel par rapport que la pandémie a quasiment été une bénédiction pour le centre-ville parce qu'il y avait d'autres projets, je pense entre autres au Royalmount, que tu avais sur ton… Si le Royalmount, sur la lancée qu'elle était, pendant que Sainte-Catherine était en reconstruction, aurait pu vraiment voler la pôle. Mais là, la pandémie a un peu réégalisé les choses. Mais écoute, on a tellement d'autres choses qu'on pourrait parler. Il y a déjà 1h58. Comme je dis, il y avait plusieurs questions. Je pense qu'on a quand même les adressées indirectement. Je m'excuse si on n'a pas eu la chance de les poser les questions mot par mot. De toute façon, comme tous ces genres de panels et tables rondes-là, c'est une mise en bouche. Là, les gens qui se sont joints à nous, vous connaissent tous un peu plus, puis seraient capables d'interagir, comprendre vos rôles, vos organismes, vos expertises pour les interpeller, puis j'espère les supporter parce que je voulais surtout que le panel soit
une discussion en mode solution. Je ne voulais pas qu'on parle juste de tout ce qui se passait, qu'on n'avait pas vraiment contrôle dessus, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble. Puis tous les gens autour de la table, vous contribuez tous d'une manière ou d'une autre à cette relance-là, soit par Pierre avec l'MT Lab, et puis vous incubez des solutions que nous aussi avec le CQIC, on n'a pas vraiment parlé, mais ce que j'ai ici en arrière de moi, c'est un hub de technologie, une vitrine qui promouvoit des solutions d'ici pour les commerçants de proximité. On continue à faire, on a la moitié des technologies qui sont du MT Lab probablement ou proche de l'industrie. Donc, c'est pour ça que je disais qu'on était tous interconnectés. Claude, je sais pas à qui tu prêtes ta tête de ce temps-ci, mais c'est sûr qu'ils sont gagnants parce que ta perspective d'avoir vu tout ça, puis je pense que ce que tu as construit pour nous au centre-ville, en tout cas, je sais que tu étais instrumental dans beaucoup des initiatives. C'est un travail d'équipe. Oui, bien vraiment un travail d'équipe. Évidemment, mais je pense qu'on va en bénéficier si on a vu comment les choses ont rouvert, ce que tu es en train de vivre maintenant. D'après moi, Time Out Market reste d'être assez populaire une fois qu'on peut vraiment se l'approprier. Toi, Glenn, tu as du pain sur la planche. Richard vient de te donner ton timeline. Puis il n'y a pas tard. Restez à l'affût. Il y a des annonces. Des belles annonces qui s'en viennent. On a une belle opportunité. Il ne faut pas l'échapper. Je pense que peu importe qu'on est du centre-ville ou pas, on l'aime notre centre-ville, on l'aime notre ville. Charles, tu es revenu, ça fait quoi, 3 ans, 4 ans que tu te réappropries ton chez-soi qui était ton lieu, que tu as écarté pendant une quinzaine d'années, puis tu es revenu, tu as retrouvé sur une autre forme. Donc, on y tient tous. Puis merci surtout, Richard. Je pense que c'est grâce à toi, puis tes bulles, puis tes flèches que finalement, on a trouvé l'opportunité pour tous se parler ensemble. Puis qui sait, ça peut peut-être mettre... J'espère que ça va mener à d'autres discussions. Puis aussi pour vous dire que nous autres, avec l'initiative Achetons Plus ici, Sarcapi, je peux vous annoncer qu'on va débarquer aussi à Montréal. On est à Laval, on est à Vaudreuil. On va s'en venir au mois d'avril à Alexis-Nyon. Pour essayer de supporter le mieux possible, nous autres ici, les commerçants, jouer notre petit rôle à travers tout ça, en collaborant avec vous tous. Et puis, écoute, il est 2 heures pile. Je veux remercier tout notre monde. Merci aussi Florian qui était à l'arrière-scène, qui coordonnait tout ça, puis mon équipe de Numana. Merci tout le monde. Un bel après-midi, puis on n'oublie pas notre centre-ville, on y retourne. On le supporte. Merci tout le monde. Merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. Merci, Carl. Merci tout le monde.